introduction. Merci d'abord de m'avoir invité avec Alexis Tuttier dans ce séminaire que tu as fondé. Et je dois dire que c'est vraiment un plaisir pour moi parce que je suis très attaché aux collaborations entre juristes et philosophes, et donc entre autres en matière de philosophie du droit. Bien, alors donc mon exposé est effectivement intitulé « Pourquoi obéissons-nous aux normes ?» Et comme vous allez le constater, il s'agit d'une réflexion à partir d'un certain nombre d'éléments de l'œuvre de Jürgen Habermas. Alors donc, en introduction, je dirais qu'il s'agit de réfléchir. La question est celle-ci. Avons-nous besoin de croire qu'une loi, par exemple, est juste pour être motivée à nous conformer à elle? En d'autres termes, la légitimité conditionne-t-elle le respect factuellement accordé à une norme? Il faut que je regarde en face, c'est ça. Alors, quand on pose ainsi la question, on répondra que ça n'a rien de nécessaire à strictement parler, puisque on peut juger qu'une norme est légitime et néanmoins décider de ne pas lui obéir, tout comme on peut décider d'obéir à une norme que, par ailleurs, on tient pour illégitime. Ce sont deux cas de figure d'une extraordinaire banalité. Pour autant, il n'est pas exclu que la reconnaissance de légitimité joue quand même un certain rôle eu égard à l'obéissance de fait. Et ce serait ce certain rôle qu'il s'agit d'explorer, et il se trouve que c'est l'hypothèse défendue par Jürgen Habermas, qui, comme vous le savez, est un philosophe allemand toujours vivant. Il est né en 1929, et une hypothèse qu'il défend notamment dans un ouvrage de 1973 qui s'appelle, dans la traduction française, « Raison et légitimité ». Voilà, « Raison et légitimité » de 1973. L'hypothèse que fait Habermas, c'est que l'efficience de la norme, sa capacité à se faire respecter, aurait un rapport avec sa capacité à se justifier. Et donc, dans le présent exposé, je vais explorer la manière dont Habermas présente l'articulation entre ces deux thèmes, l'efficience d'un côté, la légitimité de l'autre. Et puis, à la fin de mon exposé, et de manière un petit peu rapide sans doute, compte tenu de la brièveté du temps imparti, je souhaite aussi évoquer une évolution dans l'œuvre de Habermas, qui n'est pas une mise en cause, mais qui est quand même au moins une mise en question de ce qui précède, et ça dans un ouvrage qui apparaît presque 20 ans après Raison et légitimité, à savoir Droit et démocratie, que Habermas publie en 1992. Et dans Droit et démocratie, la question qui est posée est de savoir si la discussion des normes publiques, ou la discussion des normes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ne représenterait pas une certaine menace pour l'ordre social et finalement pour le respect même des normes en question. Cette difficulté que je viens d'évoquer est en un sens très étonnante. On est très étonné de la trouver sous la plume de Habermas, mais quand on y réfléchit bien, on s'aperçoit qu'on a là la porte d'entrée dans sa conception du droit démocratique. Donc, vous voyez, si j'en ai un petit peu le temps, je terminerai en me demandant ce qui amène Habermas, dans les années 1990, à se renouveler profondément et à admettre un droit institutionnellement posé. Bon, alors, première section dans mon exposé, la force des causes empiriques. C'est mon premier titre, la force des causes empiriques. Donc, revenons à cette question de base. Quelles sont les causes de l'obéissance aux normes? Et alors, quelles sont les réponses classiquement apportées à cette question? Eh bien, on cite classiquement l'habitude, premièrement, deuxièmement, la crainte de la sanction, et troisièmement, l'intérêt. Je ne vole pas à l'étalage parce que je ne l'ai jamais fait. Deuxièmement, parce que j'ai peur du gendarme.
et troisièmement, parce que mon intérêt bien compris est de pouvoir continuer à fréquenter telle ou telle épicerie. Donc, vous voyez, là, ces trois figures de la motivation sont tout à fait différentes, toutes les trois, hein, de ce que serait un principe du type « il ne faut jamais voler » ou un raisonnement du type l'interdit du vol est juste car le vol décourage le commerce. Hein. Qu'est-ce qui distingue les trois premières causes que j'évoquais et puis ces deux dernières? On pourrait dire c'est la distinction entre les causes empiriques et les raisons générales. Voilà. Les causes empiriques, hein, elles renvoient à mes inclinations propres et elles sont de fait contingentes et variables. Hein. À chacun ses craintes, à chacun les intérêts qui le privilégient. Et à l'opposé, on va dire que les raisons générales ont une validité universelle. Hein. Elles valent pour quiconque. Hein. Voilà à quoi elles prétendent. Bon, donc je reviens à la question posée. Qu'est-ce qui motive l'obéissance à une norme? Est-ce que c'est plutôt l'inclination personnelle? Est-ce que c'est plutôt la légitimité de principe? Est-ce que c'est l'un et l'autre? Et avec quelle articulation? Bon, alors, il se trouve que, pour certains penseurs, le respect des normes n'a rien à voir avec la question du juste en général. Donc voilà une thèse très forte et très intéressante. Par exemple, Habermas cite, et c'est donc un adversaire pour lui, hein, un auteur allemand qui s'appelle Werner Becker, qui publie un ouvrage qui s'appelle « La liberté selon notre opinion », dans lequel il réfléchit à ce qui amène les citoyens à adhérer à un ordre normatif. Un ordre normatif, c'est-à-dire en fait à un ordonnancement juridique, à un ensemble de lois dans une société donnée, par exemple. Et finalement, pourquoi adhérer au régime politique lui-même de manière générale? Bon, la réponse de Werner Becker, c'est qu'on est attaché à un régime politique, à un ordonnancement juridique, parce qu'il satisfait des intérêts subjectifs. Et le plus fondamental de ces intérêts, c'est la stabilité de l'ordre public. Ça signifie, selon Werner Becker, qu'il est illusoire de prétendre justifier un régime à partir de valeurs qui, au-delà de ses intérêts, auraient une validité générale. Voilà, hein, donc, on n'obéit jamais que à cause d'intérêts particuliers et certainement pas à cause de valeurs générales. Alors, réfléchissons un petit peu à ce point. La démarche de Werner Becker, comme le note Habermas, est finalement apparentée à celle de Hobbes. Hein. Chez Hobbes, déjà, l'État est vu, on le sait, comme un remède à la guerre civile. Et pour Hobbes, l'origine de l'État, hein, l'origine du pacte civil qui nous fait sortir de l'état de nature, c'est un calcul rationnel, la rationalité se définissant comme la découverte des moyens efficaces en vue de la fin poursuivie. Et là, la fin poursuivie, on le sait, c'est d'échapper à la peur qu'engendre chez nous la menace mortelle liée à l'état de nature. Bon. Donc, chez Becker, comme chez Hobbes, il n'y a pas appui sur des valeurs au sens de principe qui pourraient valoir indépendamment des intérêts du sujet qui cherche à réaliser sa fin. Il n'y a pas de valeur indépendante des intérêts. Bon, et donc, tous les discours, remarque Becker, tous les discours politiques, tous les discours à propos des normes invoquent l'intérêt général, invoquent la justice, mais Becker dit, tout cela, finalement, ce n'est que de la rhétorique. Hein. Le fondement de l'obéissance, encore une fois, c'est l'intérêt. Alors, vous allez me dire, mais quel intérêt y a-t-il à respecter une loi? Parce que respecter la loi, c'est en général faire des sacrifices. Bon, par exemple, je renonce à voler à l'étalage. Oui, mais en réalité, l'agent social fait un calcul tout simple. Le sacrifice exigé par la loi, c'est un bon compromis. Par exemple, on paie ses impôts pour éviter la faillite de l'État qui serait pour chacun d'entre nous infiniment plus coûteuse
que le paiement de ses impôts. Et un petit peu plus précisément, explique Werner Becker, le compromis est lié au fait que le système des normes ne fait pas peser sur moi des charges excessives par rapport aux autres. Donc j'ai évoqué Becker, j'ai évoqué Hobbes, on pourrait aussi évoquer une thèse fameuse de Kant dans son essai Vers la paix perpétuelle, dans lequel Kant dit que même un peuple de démons, serait capable de résoudre le problème de l'institution de l'État à condition que ceux-ci disposent d'un entendement. Alors, évidemment, il s'agit d'une astuce de Kant. C'est une hypothèse impossible, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que l'obéissance aux normes, qui est un petit peu la condition de l'existence de l'ordre civil, cette obéissance ne repose pas sur des valeurs, elle ne repose pas sur des raisons idéales, mais sur la recherche des bénéfices liés à l'obéissance ou sur la crainte des coûts liés à la désobéissance. Et vous voyez, c'est pour ça que nos démons, qui par hypothèse sont entièrement, qui sont dénués de toute valeur, de tout sens de la justice, eh bien, ils seraient néanmoins capables de mettre en place un État et d'obéir aux lois de l'État. Alors, il se trouve que Habermas n'est pas du tout d'accord, et que pour lui, l'hypothèse des démons rationnels n'est pas explicative. En effet, à ses yeux, on est prêt à obéir une norme, non seulement parce qu'on juge que cette obéissance est utile, mais aussi parce qu'on tient la norme pour juste en général. Voilà. Donc, en fait, l'idée de la validité en soi apparaît, c'est une condition indispensable aux yeux de Habermas. Quels sont ses arguments? J'en cite 3. Premièrement, les intérêts sont fluctuants. Et évidemment, mes besoins, mes désirs changent en fonction de mon âge, de ma situation sociale, et surtout en fonction des circonstances. Bon. Donc, dès lors, si le respect des normes ne reposait que sur les intérêts, le respect des normes devrait être lui-même parfaitement fluctuant. Or, notre Habermas, on observe que les normes sont obéies de manière habituelle. Donc voilà qui est mal expliqué par l'hypothèse du seul intérêt. Bon. Deuxième élément, le respect de la loi suppose une part de sacrifice. Justement, qui consiste à ne pas transgresser. Bon. Or, rien n'assure que suivre la loi soit, du point de vue de l'individu, plus avantageux que de ne pas la suivre. J'avais évoqué tout à l'heure l'argument, mais je paie mes impôts pour éviter que l'État ne fasse faillite, ce qui me coûterait fort cher si cela arrivait. Certes, mais en fait, l'État resterait prospère si j'étais le seul contribuable à frauder le fisc. Donc, vous voyez, c'est l'argument tout simple du passager clandestin. Du point de vue de mes intérêts propres, il est absurde que je paie mes impôts si je peux efficacement tromper le percepteur. Donc voilà, c'est un deuxième argument assez fort pour nous inciter à penser que l'obéissance aux normes doit reposer sur un autre motif que sur la poursuite des seuls intérêts particuliers. Et puis un troisième argument, donc si l'on suit Becker, le jugement selon lequel le respect de la loi est conforme à mes intérêts repose sur l'idée d'une répartition équitable des charges, à savoir que je ne fais pas plus de sacrifices que mon voisin pour autant qu'il a par exemple une condition économique analogue à la mienne. Bon. Mais comment juger d'une répartition équitable sans passer par une certaine conception de la justice? L'analyse de Becker, il y a un instant, prétendait faire fi de l'idée de justice pour analyser notre obéissance aux lois, et voilà que l'idée de justice se révèle indispensable. Alors voilà, donc l'idée de la légitimité soutient Habermas est une condition de la motivation à respecter les normes.
Et en disant cela, Habermas note que son analyse est la même que celle de Max Weber, Max Weber, 1864-1920, dont on sait qu'il est un des fondateurs de la sociologie allemande. En fait, Max Weber est un interlocuteur constant de Habermas. Alors, je lis un petit passage de Max Weber avant de le commenter. Donc ça, c'est un extrait d'Économie et Société de Weber. L'ordre que l'on respecte uniquement pour des motifs rationnels en finalité, alors entre crochets, c'est-à-dire en vue du succès, est en général beaucoup plus instable que si l'orientation se fait purement et simplement en vertu de la coutume, en raison du caractère routinier d'un comportement. C'est même là, de toutes les espèces d'attitudes intimes, la plus courante. Néanmoins, cet ordre est encore incomparablement moins stable que celui qui s'affirme grâce au prestige de l'exemplarité et de l'obligation, je veux dire, de la légitimité. Fin de citation. Alors je commente cette phrase, enfin plutôt ces deux phrases qui sont un petit peu complexes. Là, on voit que Habermas, on voit que Max Weber s'intéresse, on est en plein dans notre sujet, dans les causes motivantes du respect de la loi. Il en cite 3 et il établit simplement une hiérarchie dans leur efficacité. Ce qu'il y a de moins efficace, c'est la recherche du succès, en fait c'est la satisfaction de ses intérêts. Et puis il y a quelque chose qui est plus motivant, c'est la routine, c'est la coutume. Et puis il y a quelque chose qui est là vraiment maximalement motivant, explique Max Weber, c'est la légitimité. Donc vous voyez, au point où nous en sommes, on a envie de dire, c'est pas compliqué, Habermas et Max Weber sont parfaitement d'accord. Habermas est un Weberien. Pour eux deux, les ordres normatifs ne sont durables qu'en tant qu'ils sont reconnus comme ordres légitimes. Seulement, on va voir dans la deuxième partie que les deux auteurs pensent la légitimité d'une manière très différente, et que là, il y a vraiment un débat tout à fait passionnant qui apparaît. Donc c'est ma deuxième section, le débat avec Weber. Le débat avec Weber. La question est celle-ci. Donc, nous admettons avec Weber qu'une norme est d'autant mieux obéie qu'elle est reconnue comme légitime. Mais quel est le statut de cette reconnaissance? La question est celle-ci, a-t-elle un lien avec une authentique légitimité? En d'autres termes, pour qu'un ordre normatif soit obéi, donc stable, faut-il simplement qu'il soit considéré comme légitime ou faut-il qu'il puisse véritablement établir sa légitimité? Je vais progressivement donner des exemples et préciser ce dont il s'agit pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Bon, je dis tout de suite que Habermas est partisan de la deuxième hypothèse. Pour Habermas, les normes sont d'autant plus aisément obéies que leur légitimité est réelle et donc peut être vérifiée dans une discussion argumentée. Et Habermas défend cette position en affirmant que la reconnaissance de la validité d'une norme ne se réduit pas à un phénomène psychologique, mais à d'abord et avant tout des conditions logiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour comprendre cette assertion, considérons l'hypothèse opposée. Elle consiste à que, en fait, Habermas attribue à Weber. Elle consiste à soutenir qu'une illusion de légitimité a autant d'effets qu'une reconnaissance de légitimité qui serait intellectuellement fondée. Imaginons un gouvernant, quelle que soit son action, qui est capable de persuader la population de la légitimité de cette action. Il sera obéi. Imaginons à l'opposé un gouvernant, quelle que soit son action, qui ne parvient pas à convaincre. L'effet, c'est que son action va donner lieu à une résistance tous azimuts. C'est là en fait une conception extraordinairement répandue que Habermas attribue à Max Weber. Et simplement, je vais creuser un petit peu cette position qui semble de bon sens, mais en fait, il y a une difficulté. Bon, Max Weber. Max Weber, en fait, est un sceptique en matière de normes. C'est bien connu, il réduit
les conflits de valeurs à une guerre des dieux, hein, c'est célèbre, une guerre des dieux sans solution rationnelle. Pour lui, on ne peut pas prouver qu'une valeur serait supérieure à une autre. Par exemple, entre celui qui est monarchiste et celui qui est républicain, je ne sais pas, enfin celui qui défend des valeurs d'ordre et de tradition ou celui qui défend des valeurs de démocratisation et d'égalité. Bon, la position de Max Weber, c'est que il n'y a pas on ne peut pas établir démonstrativement que telle valeur et donc telle norme serait plus légitime qu'une autre. Donc ça signifie, si vous voulez, que pour Max Weber, la croyance en la légitimité est forcément infondée et donc n'est qu'un phénomène psychologique. Mais ça n'a aucune importance aux yeux de Max Weber parce que ce qui fait que l'ordre normatif va être respecté, ce n'est pas qu'il est légitime, c'est qu'il est tenu pour légitime. Bon. Alors la position de Habermas est tout à fait différente. Pour lui, la légitimité se définit à partir de la capacité des sujets à mobiliser, dans le cadre d'une discussion ouverte, de bonnes raisons pour la défense, en l'occurrence, d'une valeur ou d'une norme. L'analyse de Habermas repose sur l'identification de la validité et de l'acceptabilité. Et là, je fais une digression de quelques phrases pour éclairer ce point qui est vraiment au centre du propos habermasien. Bon. Pour Habermas, il n'y a pas de validité en soi qui serait indépendante de la reconnaissance de validité. Pour Habermas, c'est quelqu'un qui, philosophiquement, rompt avec la conception, entre guillemets, métaphysique de la vérité, selon laquelle celle-ci serait indépendante des pensées des individus. La validité renverrait à un point de vue de Dieu, par exemple. Bon. Pour Habermas, ce qui n'est pas susceptible d'être reconnu comme vrai n'est pas vrai. Bon, ça c'est un point. Par exemple, une théorie scientifique qui n'est pas reconnue, on ne dira pas qu'elle est valide. Mais quelle est autre question, j'avance, quel est le lieu de cette reconnaissance de la validité? Pour Habermas, il ne s'agit pas du fort intérieur de l'individu. Il ne s'agit pas de ce que les juristes appellent l'intime conviction, par exemple. Le lieu de cette reconnaissance, c'est la discussion publique. Mais ça ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas de toute discussion publique, mais d'une discussion publique d'une forme bien particulière, celle qui permet à l'argument le meilleur de s'imposer. Et cette discussion et cette forme, c'est ce que Habermas nomme la discussion rationnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une discussion rationnelle? Rationnelle, dans notre propos, ça ne veut pas dire cohérent ou logiquement bien charpenté. Ça veut dire ouvert à tous, sans pression aucune, et une discussion rationnelle est telle que les individus qui y participent s'engagent à reconnaître, le cas échéant, qu'ils ont tort. Face à un argument meilleur, les individus s'engagent à reconnaître qu'ils ont tort. Alors, vous voyez, je fais simplement une comparaison. Imaginez un universitaire intelligent et autoritaire qui produit des analyses très structurées, très informées, mais qui ne supporte pas la contestation. Ça arrive. Est-ce qu'il a une attitude rationnelle selon Habermas? Dans notre hypothèse, c'est quelqu'un qui raisonne magnifiquement, et qui dit des choses extrêmement sensées. Est-il rationnel? Réponse, non. Okay. Exemple à contrario, prenez une discussion de la vie quotidienne, par exemple en famille ou dans un cercle amical, où on ne raisonne pas beaucoup, mais où tout le monde a le droit d'exprimer son avis et de défendre son point de vue. De défendre son point de vue, par hypothèse, pas de manière violente, mais de manière, ouverte. Bon. En fait, pour Habermas, le modèle de la discussion rationnelle, c'est le deuxième cas. Donc, rationnel chez Habermas, ça ne veut pas dire logique, ça ne veut pas dire déductif, ça veut dire sans contrainte, ça veut dire sans effet d'intimidation. Bon. Et alors,
j'arrive au bout là, de ma digression. Quel est le critère de la vérité pour Habermas? C'est le consensus entre interlocuteurs dans une discussion rationnelle. Alors, une telle discussion ne crée pas la vérité, mais elle s'en assure. Alors vous allez me dire, mais alors quel rapport avec ce dont avec le sujet pourquoi obéissons aux normes? Eh bien, Habermas soutient cette thèse, c'est que pour être efficiente, une norme doit pouvoir être reconnue comme légitime. Mais pour pouvoir être reconnue comme légitime, elle doit pouvoir susciter un consensus dans une discussion sans contrainte. Et comment est-ce qu'une discussion et comment est-ce qu'une norme suscite un consensus dans une discussion sans contrainte? Réponse, si elle est fondée sur de bonnes raisons. Vous voyez, donc en fait là, on a mis en évidence une série de conditions hein, dans un petit raisonnement, hein, mais la conséquence, c'est qu'une norme arbitraire aura du mal à être obéie, tout simplement parce qu'elle n'est pas argumentativement défendable dans une discussion rationnelle. Bon, alors j'exprime cette conclusion autrement. Hein. Si on est weberien, on pense que la croyance en la légitimité est déconnectée de toute légitimité intrinsèque de la norme. Hein. Donc, on pense que la croyance en la légitimité est finalement contingente. Hein. L'important, c'est d'avoir des spin doctors, hein, c'est d'avoir des communications, des conseillers en communication bien professionnels et de grands talents, hein, qui feront prendre des vessies pour des lanternes au bon peuple. Et alors, la question d'une acceptabilité de fond de la norme est juste éliminée. Hein, l'important, c'est de produire de la croyance et voilà, si vous produisez efficacement de la croyance, vous serez obéi et sinon, vous ne serez pas obéi. Si on est habermasien exactement à l'opposé, hein, on pense qu'une norme ne peut être considérée comme légitime et donc efficiente que si elle a de bonnes raisons à faire valoir. Et on pense que la discussion publique est le lieu qui permet la reconnaissance de la légitimité ou de l'éventuelle illégitimité de la norme, et que c'est donc la discussion publique qui décide de l'efficience ou de l'inefficience de la norme. Contrairement à ce que soutient Max Weber, donc, pour Habermas, il y a des normes justes et des normes injustes. Ça, voyez, ce sont des choses objectives, et une norme injuste, c'est une norme qui ne peut pas convaincre. Donc, une norme injuste, c'est une norme qui est vouée à ne pas convaincre et qui sera inefficace. Alors, c'est quand même une thèse forte, une thèse très impressionnante, me semble-t-il, mais qui se heurte à d'intenses difficultés, hein, et qu'on ne peut pas passer sous silence. Je suis toujours dans ma deuxième grande partie, mais elle va s'achever, je vous rassure. Comment la thèse de Habermas s'accorde-t-elle avec l'existence en tout lieu et en tout temps de dispositions juridiques qui sont à l'évidence malfaisantes et qui sont pourtant avalisées par les populations, hein? Comment comprendre, si par hasard Habermas a raison, qu'il y ait tant de législation autoritaire, intolérante, machiste, homophobe, j'en passe et de meilleurs, et qui recueille l'adhésion plus ou moins majoritaire des citoyens concernés. En fait, il semble tout simplement qu'on a envie de dire que la thèse d'Habermas est fort sympathique, mais qu'elle est instantanément récusée par l'expérience. Alors simplement, il faut bien comprendre la thèse de Habermas. Est-ce que sa thèse, ce serait qu'une norme infondée serait ipso facto dénoncée et finalement neutralisée dans les discussions que nous pouvons avoir en famille, au café, par médias interposés, etc., etc. Est-ce que donc ça serait que les mauvaises normes seraient immédiatement, si vous voulez, repérées et donc supprimées? Non, pas du tout. Habermas ne soutient pas que dans une discussion sur les normes, les mauvais arguments seraient ipso facto stigmatisés et que leurs défenseurs seraient immanquablement contraints
de faire amende honorable. Il ne s'agit justement pas d'un mécanisme, d'un mécanisme automatique, mais vraiment pas du tout. Donc je reprécise un petit peu l'analyse qu'a Habermas de ce que c'est qu'une discussion rationnelle. Bon. La position de Habermas est en fait assez simple. Elle s'exprime ainsi: on ne peut convaincre que si on joue le jeu de la discussion rationnelle. C'est-à-dire que si on est autoritaire, manipulateur, comme l'est mon universitaire intelligent de tout à l'heure, si on refuse de reconnaître le cas échéant qu'on a tort, alors on rend impossible l'assentiment libre de l'interlocuteur. On peut toujours contraindre un interlocuteur à vous dire qu'il est d'accord avec vous. On peut toujours contraindre un partenaire dans une interaction quelconque à vous obéir. Mais simplement, là on n'obtient pas quelque chose, c'est son assentiment libre. À l'inverse, si on veut obtenir un consensus libre, la logique immanente de la discussion contraint à privilégier les bons arguments sur les mauvais, donc à renoncer aux thèses indéfendables ou même simplement peu défendables. Si par hasard on a l'objectif de recueillir l'assentiment d'autrui et de produire un consensus, alors il est indispensable, ne serait-ce que pour des raisons d'efficience, de privilégier les arguments les meilleurs. Donc, voilà, et c'est simplement ça, si vous voulez. Donc, en fait, l'analyse de Habermas, c'est pas du tout que la discussion serait un mécanisme qui éliminerait automatiquement les normes peu défendables, mais c'est que tendanciellement, la discussion rationnelle va privilégier les positions les plus défendables. Là, vous voyez, là, on réfléchit en termes de tendance et en termes de comportement fonctionnel des interlocuteurs dans une discussion. Et voilà, alors, je reprends encore une fois ce point. Quelqu'un qui n'est pas habermasien dira « une thèse est vraie en soi ou fausse en soi », ou dira « une valeur est juste en soi ou injuste en soi ». Bon, Habermas dira « non, une thèse est vraie ou une norme est juste si elle est susceptible de convaincre ». Mais que veut dire susceptible de convaincre? Est-ce que ça veut simplement dire ce qui est assorti de bons arguments, de bonnes raisons? Pas seulement, dit Habermas. Encore faut-il que ces arguments soient présentés dans un cadre déterminé, à savoir une discussion dans laquelle chacun peut s'exprimer sans contrainte. Et vous voyez, c'est pour cela que le lieu de mise en évidence de la vérité, de reconnaissance de la vérité, c'est la discussion rationnelle publique. Bon, alors c'est l'analyse que je viens de faire, selon laquelle plus la norme est fondée et plus elle a de chances d'être reconnue comme telle, elle sera reconnue comme telle dans une discussion et plus elle sera obéie, ça peut sembler trivial en un sens. Habermas défend la raison et cette analyse nous fait irrésistiblement penser aux Lumières, à l'Aufklärung. Bon, ça peut sembler trivial, sauf que Habermas répond à toute une série de penseurs qui, de Nietzsche à Foucault, en passant par Heidegger et Adorno, mettent violemment en cause les pouvoirs de la raison. Donc, en fait, défendre ça au XXe siècle, c'est vraiment pas du tout trivial, premièrement. Et deuxièmement, le concept de raison proposé par Habermas n'est pas classique. Il n'est pas classique parce qu'il ne s'agit pas de la raison kantienne comme faculté personnelle et intérieure, il s'agit d'une raison qui se déploie, comment dire, linguistiquement, publiquement et dans la controverse. C'est voilà, le concept communicationnel de raison. Et l'intérêt de cette thèse, évidemment, c'est de fragiliser le cynisme politique. Ça consiste, pour le cynique, encore une fois, à partir du moment où vous avez un bon conseiller en communication, vous pouvez raconter n'importe quoi au peuple. Habermas, à l'opposé, défend la thèse selon laquelle une norme stupide et malfaisante
est plus difficile à défendre qu'une norme intelligente et bénéfique. Bon, est-ce que, et là je suis en train de passer à ma troisième grande partie, est-ce que ça veut dire que l'obéissance à la norme, pour Habermas, ne relève finalement que de cette raison communicationnelle? C'est un petit peu ce qu'il soutient dans Raison et légitimité. Mais dans Droit et démocratie, à partir de 1992, il dit autre chose. Je ne suis pas encore au moment là, de la mise en question générale, mais je suis en train d'évoquer une précision, en fait, plutôt un complément. Voilà, un complément. Alors, selon Droit et démocratie, une norme, pour être obéie, doit laisser libre ses destinataires, au cas par cas, d'obéir à la norme parce qu'elle est juste ou parce qu'il est de leur intérêt propre de lui obéir. Je m'explique. Donc là, vous voyez, là, maintenant, on voit qu'il y a deux grands types de causes qui sont complémentaires. Cela signifie que je dois pouvoir, d'une part, me rapporter à la norme sur un mode utilitaire, en comparant les coûts et les avantages, respectivement, de l'obéissance ou de la désobéissance. C'est ce que Habermas nomme une attitude stratégique. Mais que je dois aussi, d'autre part, pouvoir me considérer comme auteur de la norme, comme étant capable de convaincre autrui de sa légitimité. Et c'est cela que Habermas nomme une attitude communicationnelle. Prenons un exemple. Pourquoi est-on incliné à respecter le code de la route? D'un point de vue habermasien, il y a deux raisons complémentaires. On éprouve régulièrement ce code comme une pure contrainte et on ne s'y soumet alors que par crainte du gendarme. Mais souvent aussi, on s'y conforme par conviction, c'est-à-dire parce qu'on le juge justifié. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on le juge justifié? Cela veut dire que si on participait à un débat au sujet du code de la route, ou du code qui est dans tel ou tel de ces éléments, on plaiderait en sa faveur. Donc, vous voyez, on peut distinguer le sujet engagé dans une action stratégique, et alors, enfin, selon le terme de Habermas, pour lui, la norme, c'est un fait social parmi d'autres qui limite ses marges de manœuvre de façon externe. Voilà, je ne peux pas arriver plus tôt que cela, que telle ou telle heure à mon rendez-vous, parce qu'il faut bien que je respecte les limites de vitesse. En revanche, on peut être aussi engagé dans une action communicationnelle et à ce moment-là, la norme est reconnue comme une obligation qu'il faut respecter au besoin en sacrifiant ses intérêts particuliers. Bon. Alors, est-ce qu'on se rapporte à la norme comme à une contrainte externe ou comme à l'objet d'un consensus? Eh bien, dans Droit et démocratie, la thèse originale de Habermas, c'est qu'une norme, pour être efficiente, doit autoriser alternativement les deux attitudes. Pourquoi cette double exigence? En premier lieu, une norme qui ne serait pas assortie de sanctions, donc qui ne compterait pour s'imposer que sur l'argumentation rationnelle, serait sans force. Mais, en second lieu, une norme qui ne pourrait être légitimée dans une discussion rationnelle, donc ne pourrait être considérée comme acceptable, une telle norme ne pourrait pas compter sur la loyauté des agents sociaux. Comme on le voit, les deux raisons sont de nature entièrement différente. Mais elles sont complémentaires. Et pourquoi est-ce qu'elles sont complémentaires? Parce qu'elles font appel aux deux types d'agir possibles selon Habermas. Ça, je ne l'ai pas dit, et puis de toute façon, ce serait beaucoup trop long, mais justement, il se trouve, si vous voulez, que pour Habermas, il n'y a que deux types d'agir possibles, l'agir stratégique et l'agir communicationnel. Et alors, pour lui, si vous voulez, sont vraiment radicalement distincts. Il n'y a pas vraiment de mélange entre l'un et l'autre, mais notre agir quotidien consiste toujours à osciller en permanence entre l'un et l'autre. Et donc, c'est pour cela que la norme, si par hasard elle veut être respectée, doit pouvoir, s'inscrire et dans une action stratégique et dans une action communicationnelle.
Bon, alors, ce double réquisite suffit-il à rendre compte de la fonction du droit dans une société? Il se trouve que je ne vais pas traiter mon 4e point parce que ça me mettrait en retard. On pourra éventuellement en parler dans la discussion. C'était justement le thème de la mise en cause relativement sévère, hein, de tout cela dans Droit et démocratie. Mais je me permets de conclure. Alors le problème, c'est que ma conclusion, évidemment, portait sur le tout de mon exposé, mais je vais simplement dire, hein, qu'il y a chez Habermas une remarquable confiance en la raison. Hein, une remarquable confiance en la raison qui, à la fois, lui suscite des sympathies et lui suscite des hostilités. Hein. Dans le paysage philosophique, c'est parfaitement normal. Bon, confiance en la raison, mais en même temps, une raison qui change de statut. Hein, parce que, encore une fois, c'est ce que je disais il y a un instant, parce qu'elle se déploie linguistiquement, publiquement et dans un débat non contraint. Mais donc la thèse fondamentale que nous avons rencontrée, c'est qu'une loi non défendable sera une loi inefficace. Bon. Et puis donc, je conclus sur ce dont je n'ai pas parlé, ce qui vraiment est d'une inhabileté absolument incroyable pour un enseignant, mais je ne suis qu'un professeur de philosophie, Alia, donc ceci explique cela. En fait, ce que va expliquer Habermas dans Droit et démocratie, c'est que la norme ne peut pas reposer que sur la discussion, elle ne peut pas reposer que sur l'espace public. C'est étonnant parce qu'Habermas, c'est vraiment, hein, en tout cas c'est son origine, le prophète de l'espace public. Dans Droit et démocratie, on voit apparaître une conception modeste, enfin, relativement modeste de l'espace public et la nécessité d'un relais institutionnel. Voilà, la discussion ne suffit pas, il faut une institution qui produise les lois. Pourquoi, éventuellement, on pourra en parler dans la discussion. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Gilles, pour ton intervention. Je ne doute pas du fait que nous allons avoir l'occasion d'aborder la réflexion que tu proposes dans ton 4e point à partir des questions qui vont être posées lors des échanges. Alors, je vous invite à ne pas hésiter à utiliser le chat pour poser vos questions. En attendant, je vais en lancer une, ça laissera le temps aux questions de monter ou de remonter. Vous pouvez également utiliser vos micros, hein, évidemment, pour prendre la parole, n'hésitez pas. Alors, ma première question, parmi beaucoup, je t'avouerai, qui me sont venues, concerne la spécificité peut-être de la norme juridique dans tout ça, parce que c'est vrai que on pourrait se demander si finalement il n'y aurait pas des normes qui ne sont pas délibérées, qui sont révélées, qui ne font l'objet d'aucune discussion dans l'espace public et qui pourtant emportent l'adhésion des sujets de droit, voilà, alors qu'il y en a d'autres qui font l'objet d'une délibération, qui font l'objet d'un débat dans un lieu public, même si après mes questions porteront peut-être sur qu'est-ce que le lieu public, hein, justement, qu'est-ce qu'on entend par lieu public, et emportent beaucoup moins l'adhésion. Et donc, évidemment, je mets en regard ici la norme juridique, peut-être avec la norme religieuse, par exemple, voilà, la norme morale, pourquoi pas aussi, la norme culturelle, les normes spontanées, sociales, qui voilà, ne font pas l'objet hein, de délibération et emportent l'adhésion parfois plus facilement que celles qui en font l'objet. C'est ma première question. Eh bien, assurément, tu rencontres ici un thème qui est essentiel chez Habermas. Et alors, comment dire, pour lui, hein, alors il y a, voilà, donc il y a une notion hein, qui permet de résumer ce que tu as évoqué, c'est la notion de monde vécu. Voilà, la notion de monde vécu. La notion de monde vécu, elle a une histoire en philosophie et elle est redéfinie chez Habermas. Et enfin, voilà, je fais une petite présentation et tu vas voir le lien avec ce que tu évoques. En fait, le monde vécu, ça renvoie au savoir et aux normes évidentes qui ne sont jamais discutées, qui peuvent éventuellement l'être,
hein, mais qui ne sont que rarement thématisées, justement parce qu'elles conditionnent la vie. Tout simplement, les normes de comportement entre les personnes, par exemple, eh bien, elles sont à la base des comportements d'interaction. Alors, on peut éventuellement les mettre en débat si on le souhaite. On peut les mettre en débat quand on fait de la philosophie, quand on écrit un roman, quand on fait un film, ou dans des conversations à l'occasion. Mais en fait, on y recourt et elles ont quelque chose d'évident. Bien. Donc tu vois, là ça renvoie à ça renvoie aux normes éventuellement religieuses que tu évoquais il y a un instant. Quand tu parlais de normes sociales, je pense que ça renvoie en partie à ça. Bon, et ça s'oppose donc aux normes qui sont discutées. Et quelles sont les normes qui sont discutées? Il y a les normes juridiques, mais il n'y a pas que les normes juridiques qui sont discutées. Par exemple, quand au cours de vacances avec des amis, on se met d'accord sur qui fait la vaisselle, qui fait les courses, ça, c'est pas une norme évidente, hein, c'est discuté. Bon, et donc, ce qui intéresse Habermas, hein, c'est cette distinction. Il y a des normes qui sont non discutées, il y a des normes qui sont explicitement discutées. Habermas disant que toute norme non discutée peut l'être à un certain moment, mais jamais on ne discute toutes les normes évidentes parce que ça rendrait la vie impossible. Bon, et alors, la question que tu posais, c'était simplement la distinction, ou est-ce qu'il y avait une autre question? Aussi, peut-être, comment expliquer la légitimité qui est oui, parfois voilà. plus forte Oui. des normes qui ne sont pas discutées. Eh bien oui. Et éventuellement, quand il y a une concurrence peut-être aussi, entre une norme qui portait sur un sujet et qui donnerait une solution contraire à celle qui a été discutée, et comment j'arbitre en fait? Qui a la meilleure légitimité là? C'est pas facile. Non, mais alors en fait, il faut distinguer entre des normes qui sont acceptées sans être discutées, premier point, et deuxième point, des normes qui sont discutées et validées, et troisième point, des normes qui sont discutées et invalidées. Hein, donc, comment dire, ce qui n'est pas efficace pour Habermas, c'est une norme discutée et invalidée. Et donc, ce qui est efficace, en fait, c'est deux choses. C'est les normes non discutées et qui, de ce fait, restent validées, et les normes qui sont discutées et validées. D'accord, hein? Et alors, c'est sûr que la grande thèse de Habermas, je comptais en parler dans ma quatrième partie, c'est que tendanciellement, il y a énormément de normes qui étaient considérées comme évidentes et qui sont mises en question. Hein. Pour prendre un exemple absolument trivial, les mœurs familiales. Hein, il y avait toute une série de règles, qui allaient de soi il y a 30 ans, 50 ans, etc. Hein, et aujourd'hui, qui sont mises en question. Mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément invalider les normes traditionnelles, mais ça veut dire qu'il y a des discussions. Voilà, c'est ça. Ce qui intéresse beaucoup Habermas, c'est que des normes du monde vécu ont tendance à être sorties du monde vécu pour être problématisées. Et quand elles sont problématisées, les unes vont être invalidées et d'autres vont être validées. Et puis, évidemment, les normes qui sont absolument nouvelles, elles ne peuvent pas être issues du monde vécu, par définition, et donc elles vont être discutées. Et d'ailleurs, il est parfaitement envisageable que des normes qui sont aujourd'hui discutées, qui sont aujourd'hui problématiques, dans quelques décennies, relèveront du monde vécu, parce qu'auront acquis une évidence absolue. Donc personne n'éprouvera le besoin de les discuter, sinon épisodiquement, à titre d'exercice académique, par exemple. Ou n'aurait jamais été discutable à une certaine époque, parce que l'adhésion était trop forte et qu'on ne pouvait pas les remettre en question. Exactement. D'accord. Je suis contente, je vois que le chat bouge, donc je pose les questions. Alors, on a une première observation, c'est je voudrais m'assurer d'avoir bien compris la vision de la raison du philosophe Habermas. La raison n'est pas universelle et ne s'impose pas aux hommes, mais au contraire se trouve et se fait par les membres d'une société. Oui, vraiment cet énoncé correspond bien à ce que
Parce que pour Habermas, oui, enfin, je crois que vraiment, c'est une bonne formulation. Il ne s'agit pas d'une entité métaphysique qui serait objective. Hein. En fait, la raison, en fait, mais alors même un peu plus précisément, parce que ce que j'aurais pu, un adjectif que j'aurais pu introduire, c'est l'adjectif procédural, par exemple, hein, qui n'est pas que de Habermas, qui est vraiment beaucoup en circulation au XXe siècle, l'adjectif procédural. Hein. Donc, en fait, parce que fondamentalement, la rationalité qualifie un certain type d'agir et plus précisément un certain type de discussion. Autre question, elle faisait partie aussi, alors avec Jérémy Sicot, très souvent on a les mêmes questions qui arrivent, donc je suis très contente qu'il la pose. Quel droit serait le plus obéi, le droit souple ou le droit rigide? Sachant que je pense que Jérémy ici fait notamment référence au soft law, c'est-à-dire à des normes qui ne sont pas contraignantes, qui ne sont pas assorties de sanctions et dont on observe qu'elles sont parfois mieux suivies que la norme rigide, comme il le dit, c'est-à-dire qui est accompagnée d'une sanction. Alors, en fait, à partir simplement de ce que j'ai exposé, c'est-à-dire donc de ce que Habermas nomme la tête de Janus du droit, hein, le droit doit être contraignant et doit être convaincant. En fait, ça serait éventuellement plutôt le droit rigide, hein, si j'ai bien entendu. Mais alors, sauf que il faut voir précisément, parce que le soft law, parce que c'est peut-être quand même un droit qui correspond à mes intérêts, parce que comment dire, quand je parle de justement, enfin, le droit, quand je dis contraignant, mais ça peut signifier qu'il est négativement assorti de sanctions, mais aussi simplement positivement qu'il convient à mes intérêts. Hein. Voilà, la tête de Janus du droit, c'est que d'une part, il doit être justifiable de manière absolument générale, et même, pense Habermas, doit, donc de manière absolument générale, éventuellement à l'encontre de mes intérêts, hein, ça c'est le premier volet, et puis le deuxième volet, c'est qu'il doit renvoyer à mes inclinations particulières. Donc négativement, éventuellement, il me fait peur, la sanction fait peur, ou positivement, les bénéfices m'attirent. Alors voilà, la question donc du soft law, je ne connais pas du tout ce concept, peut-être, est-ce que le soft law, c'est un droit qui m'est indifférent du point de vue de mes intérêts? Alors, on pourrait tout à fait le discuter, mais c'est vrai que le soft law, on en parle notamment, on va dire, dans les affaires et la vie économique, avec par exemple des entreprises qui vont s'auto-assujettir à des normes qui vont être, par exemple, plus fortes ou des engagements qui vont être plus forts que le minimum légal. Et exemple, je ne sais pas moi, une charte de bon comportement, développer le commerce équitable pour labelliser un produit, avoir une éthique interne à l'entreprise particulièrement forte et donc s'engager toute seule à avoir ce comportement. Et il est vrai qu'en réalité, sur le marché, cela va dégager un intérêt. Il serait difficile de se dire qu'elle n'a pas d'intérêt à s'auto-assujettir, à s'auto-soumettre. C'est peut-être pas désintéressé. Alors que pour Habermas, la thèse, vous voyez, le premier volet de l'acceptabilité de principe, ça veut dire que on adhère à la loi, on la trouve légitime de manière totalement désintéressée. Hein. Et c'est ça, si vous voulez, si tu veux, le premier volet de ce qui rend une loi efficace, c'est qu'elle doit elle doit susciter notre accord désintéressé, ce qui est extrêmement exigeant. Hein, c'est une clause extrêmement exigeante. Voilà, alors, parce que donc, mais donc, en fait, la position d'Habermas, c'est qu'il doit y avoir les deux. Hein, l'intérêt d'un côté et le désintéressement de l'autre. Parce que je n'obéis à la loi, c'est quand même ça l'idée, c'est que je dois pouvoir être loyal à la loi, même quand ça contrevient à mes intérêts. Parce que, en fait, et pour une raison évidente, c'est que très très souvent, il n'y a pas de gendarme. Donc, si je n'obéis à la loi que de manière intéressée, comme le soutient Werner Becker, par exemple, alors dès que le gendarme détournera le regard, hop, je transgresserai. Autre question.
J'ai toujours eu un problème avec Habermas et pourtant j'apprécie la théorie de l'agir communicationnel à cause de la phrase suivante dans Droit et démocratie, page 63. Le système juridique dans son ensemble comprend toutes les communications fondées sur le droit. Je la redis. Le système juridique dans son ensemble comprend toutes les communications fondées sur le droit. Est-ce à dire que la norme obéit, au sens de la norme qui est obéie, Oui, d'accord. Qui est suivie, et l'obéissance à la norme serait consubstantielle. Que la norme qui est obéie et l'obéissance... Ah, je vous avoue que là, je ne comprends pas du tout la question. Et la phrase page 63 n'avait pas attiré mon attention de manière spéciale. Et il faudrait... C'est Michel à l'appareil, j'allais dire. Non, c'est quelque chose qui m'avait frappé et j'avais toujours pensé que Habermas avait tendance à mélanger deux niveaux de discours. Le discours sur la validité de la norme et le discours sur l'obéissance à la norme. Mélanger d'une certaine manière et faire ainsi que les régularités de comportement ou la discussion sur l'émergence de la règle soit dès à présent, dès leur origine, considérées comme normatives, comme des expressions de la norme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Comme si toute la période, on va dire, proto-normative, si on veut dire, si toute la période de délibération était une expression de la norme elle-même. Je veux dire, en amont de la naissance de la norme, c'est ça, de la production de la norme? En amont de la naissance de la norme, c'est déjà la norme. En amont de la naissance du droit, c'est déjà de la règle juridique. Et en aval aussi, où l'obéissance à la règle est aussi du droit. Et il dit aussi que, dans un sens plus étroit, le système juridique est représenté par donc l'ensemble des interprétations qui sont faites. Et il parle aussi de la doctrine juridique, c'est-à-dire que dans mon esprit, il a tendance à associer les niveaux de discours. Le niveau du discours normatif et le niveau d'interprétation, discours sur le discours, la métalangue. Et moi, il me semblait, mais peut-être que je me suis toujours focalisé sur cette impression, qu'il y avait là des amalgames qui ne me paraissaient pas suffisamment habiles pour adhérer à sa perception du droit. Ce serait sur une sorte de conception extra large des sources de droit. C'est ça que tu veux dire, Michel, je pense, et qui permet de relire la phrase « Soulignons toutes les communications fondées sur le droit ». Or, ce que veut dire Michel, c'est que potentiellement, toutes les communications fondées sur le droit ne sont pas nécessairement sources de droit et donc ne doivent pas nécessairement être considérées comme faisant partie du système juridique, comme étant peut-être un commentaire du système juridique permettant de l'éclairer, mais ne devant pas être intégrés dans la définition du système juridique. Je te trahis là, Michel, ou j'ai bien compris? Non, pas tout à fait. Donc tu me trahis pas, mais c'est pas tout à fait. C'est pas exactement ce que je voudrais dire. J'entends bien que c'est pas facile d'expliquer cela, mais c'est que il y a, me semble-t-il, une idée extrêmement large de ce qu'on peut appeler norme juridique. Voilà, tout est droit en réalité. Quand on parle de droit, on fait du droit. Quand la doctrine s'exprime, elle fait du droit. D'accord, je comprends. Oui. Non mais alors, écoute, en fait, parce que c'est parfaitement envisageable que le juriste voit des imprécisions chez Habermas qui le choquent. Hein, et bon, ça c'est vraiment... et effectivement, enfin, simplement, là, je comprends qu'on ne peut pas identifier purement et simplement les normes juridiques donc à la science du droit. Enfin, c'est évident, la science du droit, j'imagine qu'elle est descriptive. Bon. Et pas, donc ça serait par exemple ce genre de problème. Et maintenant, donc, le juridique, est-ce que c'est le devoir-être dans toute son extension? Est-ce que c'est la norme positive? Est-ce que c'est la norme positive édictée dans certaines conditions et pas d'autres? Bon, évidemment, ça c'est le genre de questions qu'on se pose. Et vraiment, on ne peut pas exclure qu'il y ait des formules maladroites chez Habermas, mais je ne vois pas que ça renverrait à une difficulté centrale. Mais par exemple, Habermas insiste énormément. Enfin, alors peut-être que là, on va commencer à comprendre un problème sur le fait que la production du droit doit être juridiquement normée. Hein,
et pour un certain nombre de raisons. Bon, de toute façon, elle doit être juridiquement normée parce qu'elle doit être organisée, c'est évident. Enfin bon, la production du droit, par exemple, qui a lieu dans l'enceinte parlementaire, évidemment, enfin, il y a du droit en toute chose, y compris dans la production du droit. Mais Habermas analyse assez précisément quelles sont les normes indispensables de la production du droit, les normes indispensables de la production du droit, notamment pour maintenir la rationalité de la discussion lors de la production du droit. C'est le genre de choses qui le préoccupe vraiment. Mais alors peut-être que je suis sorti du sujet. Non, je ne crois pas. C'est sans doute moi qui ai mal compris en réalité. J'ai de la difficulté, moi, à partir du moment où j'ai le sentiment que les niveaux de langage ne sont pas respectés. Je ne suis pas absolument convaincu que la rhétorique nous permettra d'atteindre le juste de ce point de vue-là. Donc tu dis, Michel, tu dis rhétorique, mais Habermas dit discussion. Oui, mais rhétorique dans un sens non péjoratif. Bien sûr, discussion, voilà, et discussion et même délibération. Parce que je ne suis pas convaincu, par exemple, que les professeurs de droit qui s'assieraient autour d'une table pour délibérer de ce qui est la meilleure interprétation possible parviennent à cette unique solution. Enfin bon, non, mais voilà, non, en réalité, la thèse de Habermas, c'est quelque chose d'extrême. Et c'est ça qui la rend passionnante. Habermas, c'est pas quelqu'un de modéré qui, mélangerait le ziste et le zeste pour faire quelque chose de passable. Non. Il a une thèse radicale et, en fait, inacceptable par quelqu'un de bon sens. Mais justement, il faut commencer par se laisser, traumatiser par la thèse habermasienne, et puis après, peut-être que on cherchera il faudra voir quelles en sont les difficultés, et puis peut-être qu'en fait Habermas a prévu les difficultés et qu'il est capable en fait de répondre à beaucoup de difficultés. Mais je suis sûr par ailleurs qu'il n'est pas capable de répondre à toutes les difficultés. Donc, ne voyons pas Habermas comme une sorte de modéré en philosophie qui n'aurait face à lui que des extrémistes, c'est le contraire. Mais c'est donc une thèse extraordinairement puissante. D'autres questions ont émergé sur le chat. Donc, question suivante. Si certaines normes régissent un véritable intérêt général, prenons par exemple les lois protégeant l'environnement, est-ce qu'on peut toujours dire qu'on y obéit individuellement pour nous, ou ça peut être une exception, où l'homme se soumettrait à une norme avec un objectif, avec pour objectif un véritable intérêt général, pas seulement pour lui-même. Justement, non, mais ça tend à confirmer la thèse habermasienne. C'est un cas de figure que lui exploite très facilement en disant, vous voyez, il y a des lois qui sont justes en soi et auxquelles on adhère de manière absolument désintéressée. Donc voilà qui invalide la thèse de Werner Becker, selon laquelle on n'obéit aux lois que par intérêt. Alors Werner Becker, il va se rattraper, il a de quoi répondre, mais il dira, écoutez, j'épouse les intérêts de mes arrière petits-enfants. Donc en fait, c'est par intérêt que je vais investir dans une voiture électrique. Habermas se dira, non, c'est difficile de soutenir que c'est par intérêt personnel que j'investis dans une voiture électrique. Vous voyez, donc l'exemple que vous donnez est très très favorable à la thèse habermasienne. Alors, une autre question de Jérémy Sicot. Est-il préférable que la norme soit obéie par vertu ou par la contrainte de la sanction? Ou j'imagine peut-être aussi la peur de la sanction de votre question. Ou par intérêt. Non, parce que, alors, ce n'est pas dans la question, mais on pourrait tout à fait pour compléter la question, d'un côté par vertu, d'un autre par... Alors, est-il préférable d'autre par intérêt ou face à la contrainte? Donc, la thèse d'Habermas, n'est-ce pas, c'est qu'on oscille. On oscille. Et on doit pouvoir osciller. C'est ça, sa grande thèse.
Habermas, ah ben non, mais il se trouve que Habermas justement ne prend pas position sur cette question. C'est ça qui est intéressant. Il ne dit pas soyez vertueux. Non, il ne dit pas soyez vertueux. Il pourrait le dire, mais il ne le dit pas. Parce que sa thèse est quand même descriptive. Sa thèse est mais pourquoi? Bon, la question, je l'ai reconstituée, mais elle est quand même dans le texte. C'est pourquoi est-ce qu'on obéit aux normes? Donc il ne s'agit pas de dire soyez vertueux, mais il s'agit de dire pourquoi se fait-il que n'importe qui obéit aux normes? Et voyez, c'est ça qui est important. N'importe qui. Oui, parce que une manière de mal comprendre Habermas, ce serait de dire, bon, il y a les gens vertueux et les gens vicieux. Les gens vertueux obéissent aux normes par conviction, parce qu'ils sont désintéressés, ils obéissent aux normes parce qu'ils les trouvent justes en elles-mêmes. Et puis il y a les gens vicieux qui n'obéissent aux lois, aux normes que par intérêt, ou par peur de la sanction. Bon. Sauf que ce n'est pas du tout ce que pense Habermas. Et comment dire, c'est pas parce que nous sommes alternativement vertueux et vicieux, mais c'est parce que parfois on veut réussir nos objectifs et parfois on accepte d'être loyaux. Mais il y a des gens vicieux qui se montrent loyaux, ça arrive, et il y a des gens vertueux qui veulent réussir leurs objectifs. On peut être vertueux, par exemple, et pas avoir envie de dépenser de l'argent dans l'achat d'une voiture. Donc il faut la contrainte de la loi qui me dise si tu continues à utiliser ton vieux diesel, tu auras une amende. Bon, et donc même vous voyez, un vertueux peut avoir envie de ne pas se ruiner dans l'achat de sa voiture. Enfin, c'est pas être vicieux que de ne pas vouloir se ruiner dans l'achat de sa voiture. Bon. Et parlons des gens vicieux, parlons des pervers. Même les pervers sont régulièrement loyaux, en fait. Et ils sont loyaux. Alors bon, l'exemple que je donne, c'est la bande de bandits. Et ben, dans une bande de bandits, il faut être loyal à l'égard du chef. Donc en fait, le pervers doit. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le chef agit de manière purement contraignante à l'égard de ses complices, à un moment, il ne sera pas obéi. Parce que quand il cessera de surveiller ses complices, hop, les complices vont se tirer. Donc ils vont partir. Donc en fait, vous voyez, ce n'est pas la dichotomie vice-vertu, c'est la dichotomie action stratégique, action communicationnelle. En fait, c'est une autre logique. Donc voilà. Donc un homme vertueux, si ça existe, peut être régulièrement dans une action stratégique. Un homme vicieux, si ça existe, peut être régulièrement dans une action communicationnelle. Alors, deux questions. Une question écrite de Souleymane, mais juste avant, Lisa souhaiterait poser sa question oralement et je l'invite chaleureusement à le faire. Oui, bonjour, vous m'entendez correctement? Parfait. Oui, je suis désolée, je prends la parole oralement plutôt que par le chat parce que je n'arrivais pas à formuler ma question par écrit, donc je vais la poser oralement. Merci beaucoup pour votre exposé, j'espère que je ne tombe pas à côté parce que j'ai malheureusement raté les quelques premières minutes. Est-ce que je dois comprendre de votre présentation que pour Habermas, il existe toujours un juste milieu au sens de la possibilité de trouver une norme qui convienne à des intérêts qui seraient toujours et radicalement opposés. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut expliquer dans cette pensée un système juridique dans un système social qu'on pourrait qualifier de lutte des classes, mais au quelque sens que ce soit. Est-ce qu'on peut toujours trouver par la délibération une norme qui satisfasse les critères que vous énoncez? Alors, comment dire? Non, Habermas répond non. Habermas répond non, mais la difficulté que vous posez, elle est centrale. Parce que même si Habermas répond non, c'est vrai qu'il accorde une telle importance au consensus que l'impossibilité de trouver un consensus qui est incontestable fragilise énormément sa théorie. Alors, mais donc pour être précis,
Donc effectivement, donc le terme, c'est pas juste milieu, c'est consensus. Mais donc la thèse de Habermas, c'est que une proposition ne sera considérée comme théoriquement valide ou comme normativement vraie, ou comme normativement juste, hein, que si elle donne lieu à un consensus. Et bon, premier point. Deuxième point, est-ce qu'il y a toujours un consensus? Habermas répond non. Très régulièrement, c'est normal, la discussion aboutit au constat de l'impossibilité de trouver un consensus. Donc voilà, donc il n'y a pas de décision. Ça veut dire que nulle norme, par exemple, que nulle valeur, par exemple, ne serait à proprement parler validée ou invalidée. Et donc dans ces cas-là, dit Habermas, on peut en revanche passer au compromis. Le compromis, c'est l'alternative au consensus. Alors là, le compromis, c'est l'équilibre des intérêts, avec des rapports de force éventuels. Voilà, enfin, on se répare. Enfin, personne ne veut supporter tel ou tel coup. Et ben, quand même, on va se répartir les coups. Et peut-être que le plus fort, c'est le plus fort qui aura le moins de coups à supporter. Donc, c'est le compromis. Donc, c'est vraiment, en quelque sorte, prévu par la théorie. Hein. Habermas n'est pas, voilà, c'est pas une lacune dans son dispositif théorique. Mais quand même, si vous voulez, vous évoquez la thème donc de la lutte des classes. En fait, alors, Habermas est vraiment d'origine marxiste. Hein. Il est vraiment très très marxiste, mais justement jusqu'aux années 70. Hein. Enfin, la référence à Marx, elle est constante dans son œuvre, mais en fait, c'est vrai que on peut vraiment analyser la théorie consensuelle de la vérité comme une alternative à toutes les théories qui insistent sur la conflictualité sociale et finalement sur l'incompatibilité des points de vue. Et maintenant, si on fait appel à l'expérience, Habermas n'est pas si facile que ça à défendre, tout simplement. Hein. Il y a quand même tellement de situations où... Mais je pense que... Voilà, non mais si, là c'est la grosse difficulté en fait. Enfin, Habermas croit, et moi je dirais, naïvement, j'irai jusque-là, mais ça me fait mal de le dire, hein. Habermas croit naïvement qu'il y a une sorte de contrainte interne des échanges linguistiques qui nous amène de manière très puissante au consensus. Je trouve qu'il y a quand même une difficulté et que ce n'est pas vraiment raccord avec l'expérience. Donc merci pour votre question qui me déstabilise. Un idéaliste en quelque sorte. Merci pour votre réponse. Alors c'est très bien parce que je pense qu'on peut faire un beau lien avec la question suivante. La question, alors je la lis telle qu'elle est rédigée. Hein. Chez Habermas, qui est convié à la discussion rationnelle? Deuxième partie de la question, donc ce qui me conduit à la question suivante. Un débat est-il possible entre un expert du droit et un citoyen lambda sur la validité d'une loi? Et je me permets du coup peut-être juste d'introduire une autre question qui pourrait découler des deux premières. Quid de la qualité des conditions de délibération et quid de l'éventuelle inégalité des armes dans la délibération? D'accord. Écoutez, là, vraiment, cette question, elle est absolument centrale. Et donc, elle permet de lever un malentendu et en même temps de rencontrer des limites de la théorie habermasienne. Alors, lever un malentendu, comment dire? L'idéal de la discussion pour Habermas, c'est pas le café du commerce où tout le monde parle, hein, y compris les ignorants. Non. Alors, qui est convié? Réponse, tous les intéressés, tous les concernés, d'abord. Bon. Mais maintenant, comment est-ce qu'on parle? On ne parle pas de la même manière quand on est un expert ou quand on est un ignorant. Et pour Habermas, il ne s'agit absolument pas que les différentes paroles soient considérées comme égales. Non. La discussion rationnelle, elle doit permettre à l'argument le meilleur de l'emporter. Donc il est assez probable que l'argument de l'expert en droit sera un peu plus fondé que l'argument de l'ignorant.
Bon, même si ce n'est qu'un expert en droit, n'est-ce pas? Bon, mais attendez. Soyons précis. Il y a quelque chose qui choquerait énormément Habermas, c'est la discussion dans laquelle un des interlocuteurs dise « Écoutez, je suis expert en droit, je suis enseignant à l'université de Poitiers, donc taisez-vous. » Voilà, c'est la parole autoritaire. Hein. Et ça, c'est justement ce dont ne veut pas Habermas. Ce que veut Habermas, c'est que ce soit des arguments les meilleurs qui l'emportent. D'accord? Hein. Donc, et alors je donne régulièrement donc, comme exemple les discussions sur Wikipédia. Hein, quand on les observe, c'est très intéressant. Enfin, je ne suis pas en train de dire que c'est un modèle, mais quand même, c'est pas si mal, parce que vous remarquez que dans les discussions sur Wikipédia, tous les participants sont anonymisés, hein, et si par hasard vous écrivez sous votre vrai nom, sous le nom de, je sais pas, enfin cite-moi un très grand professeur de droit actuel. Michel Boudot. Michel Boudot, voilà. Bon, voilà. S'il y a quelqu'un qui signe Michel Boudot, on pourra toujours dire non mais vous avez pris le pseudonyme, vous avez pris comme pseudonyme Michel Boudot, vous n'êtes pas Michel Boudot. Bon. Donc sur Wikipédia, c'est absurde de défendre une position en disant mais je suis universitaire et spécialiste de la question. Hein, justement, on n'a pas le droit. Voilà, interdiction de l'argument d'autorité, interdiction de rouler des mécaniques. Et interdiction de toutes les stratégies d'intimidation qui ont cours bel et bien dans la plupart des discussions quotidiennes ou des discussions universitaires. Donc vous voyez, quand on dit que tout le monde est convié, qu'il y a un droit égal à la parole, ça veut dire pas d'intimidation, pas d'argument d'autorité. En revanche, il s'agit bel et bien, enfin, le dispositif de la discussion rationnelle est fait pour que ce soit les arguments les meilleurs qui l'emportent. Hein. Donc c'est sûr que dans une discussion entre physiciens, enfin, le professeur de physique aura des arguments incomparablement plus forts que l'ignorant, pareil en matière de droit, etc., etc. Hein, ça c'est vraiment tout à fait, ça c'est pour répondre au deuxième volet de la question. Mais maintenant pour répondre au troisième volet, et là, vous vous interrogiez sur la qualité des armes, hein, sur les armes qu'on a. Parce qu'en fait, est-ce qu'une discussion, c'est simplement... Ben, là, donc, on a vu deux composantes. On a vu des arguments de qualité différents et on a vu des effets d'autorité. Donc, Habermas veut conserver des arguments, mais il veut, en quelque sorte, effacer les effets d'autorité. Mais il y a une troisième composante qui sont qu'en fait, comment dire, qui relèvent de la motivation, qui relèvent de la confiance en soi, et qui relèvent aussi, par exemple, des manières de s'exprimer, qui ne tiennent pas au titre, et qui ne tiennent pas non plus à l'argument, mais qui vont simplement faire qu'on va oser et qu'on va parvenir à s'exprimer dans une discussion. Il se trouve qu'Habermas n'en parle pas du tout. Enfin, il n'en parle pas du tout. Si, je suis sûr qu'il en parle, parce qu'on t'entend dans une œuvre encyclopédique, mais vraiment, c'est pas au centre. Et là, vous voyez, c'est sur cette difficulté que la troisième génération de l'école de Francfort arrive, et notamment Axel Honneth, hein, sur le thème de la reconnaissance, sur le thème de l'estime de soi. Hein, et donc, il reproche à Habermas de ne pas avoir évoqué, comment dire, justement les armes, hein, les armes psychologiques et les armes culturelles dont on a besoin pour participer à une conversation. Et donc, Axel Honneth dit de manière extrêmement convaincante que c'est là quand même une faiblesse importante de cette théorie. Donc, je suis à nouveau très déstabilisé. Alors, finalement, c'est très bien puisque les questions permettent de voir les limites de la théorie. Et c'est ce sur quoi tu voulais conclure. Oui, voilà, c'était autre chose, mais ça fait partie du... Non, mais si vous voulez, moi, je retiendrai qu'il y a une théorie de la rationalité qui est vraiment puissante chez Habermas et qui, en fait, n'est pas si fragilisée que cela parce que l'on a vu. En fait, disons que ce qui est fragilisé, c'est certainement le crédit qu'Habermas accorde à la raison. En revanche, sa conception, enfin la puissance, hein, qu'il attribue à la raison, ça c'est,
Je trouve en fait, on peut repérer un certain nombre de points où il fait des courts-circuits, hein, où il conclut trop vite. Bon. Mais, en fait, où il fait des généralisations abusives. Mais, en revanche, sa conception de la raison, elle est vraiment originale et elle marche, dirais-je. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Et donc, par exemple, vous voyez là, tout ce que j'ai évoqué sur dire qu'il faut considérer une loi comme légitime pour lui obéir, ça c'est banal. Et c'est déjà chez Max Weber. Bon, donc en fait, non, enfin, Habermas n'a aucun mérite spécial à l'avoir relevé, sinon à l'encontre de théories type Werner Becker, mais qui sont en fait assez aisées à valider elles-mêmes. Mais en revanche, la théorie selon laquelle la croyance en la légitimité s'appuie sur une légitimité de principe qui équivaut à une acceptabilité, laquelle se reconnaît dans la discussion publique, cette toute petite séquence, je crois que c'est ça qui est propre à Habermas, et je dois dire que, pour le contester est vraiment difficile. Alors, il est 15h33, donc en principe, on doit clôturer le séminaire, mais je vois que vous êtes nombreux à être connectés, donc s'il y en a qui doivent nous laisser, nous le comprendrons tout à fait. Mais je me permettrai bien une dernière question qui m'a quand même un petit peu préoccupée dès le début de l'exposé du système habermasien. Justement, dans cette définition de la raison, donc on a bien compris quel était le critère, quelle réponse est offerte, et est-ce qu'il y a une réponse qui est offerte, au cas, je dirais, des normes aberrantes, c'est-à-dire des normes qui satisfont parfaitement le critère de la raison habermasien, oui, mais qui seraient en rupture totale, par exemple, avec le critère de la raison qui serait le critère logique. Tu vois? Ah, d'accord. Alors, peut-être que tu pensais à autre chose. Si tu pensais à autre chose, on peut tout à fait... Non, aussi, donc ce seraient les croyances aberrantes, mais qui sont admises. Voilà. Qui seraient admises sur le critère de la raison habermasienne, et j'arriverai quand même à une norme aberrante d'un point de vue logique. Non, mais alors... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est légitime? Oui. Non, mais alors, déjà, il y a une thèse de Habermas qui est que la raison est faillible. Voilà, la raison est faillible. Donc, en fait, voilà, on n'est absolument pas dans un absolutisme de la raison, et il ne s'agit pas du tout de dire que ce qui est admis consensuellement ici et maintenant serait absolument juste. Non. La thèse de Habermas, c'est que quand c'est admis, il n'y a aucun moyen de le contester. Enfin, c'est quasiment tautologique. Au nom de quoi le contester? Aujourd'hui, on ne peut pas. Il s'oppose au point de vue de Dieu, selon lequel, il y a bien quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, c'est Dieu, et donc à partir de là, au moins intellectuellement, on peut contester le consensus actuel. Non, en dehors du consensus actuel, il y a juste aucun moyen légitime pour contester l'objet du consensus. C'est simplement ça, mais rien ne dit qu'un jour, ce qui est aujourd'hui admis consensuellement, sera pas contesté. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au Moyen-Âge, le géocentrisme est vrai d'un point de vue habermasien. Voilà. Alors, le géocentrisme est vrai, pour autant qu'on imagine qu'il y a des discussions rationnelles, ce qui n'est pas complètement évident. Est-ce que vraiment les gens qui ne sont pas d'accord au Moyen-Âge ont le droit de le dire, ont le droit de faire valoir leurs arguments? Donc ça, c'est quand même des clauses supplémentaires qui crédibilisent la position habermasienne. Parce qu'en fait, un consensus rationnel qui serait vraiment aberrant, c'est-à-dire en fait une situation où il y a un consensus mais dans lequel tout le monde a le droit de s'exprimer, tous les savants ont le droit de réfléchir, de faire valoir leurs arguments. Bon, est-ce que ça existe vraiment? Je ne suis pas sûr, parce qu'un consensus aberrant, ça existe. Il pourrait y avoir, pour différentes raisons, on va dire, ce type de rupture. D'abord parce que, par exemple, on aurait un lieu de discussion publique qui serait uniquement représentatif de façon limitée. Ah mais non, mais alors là, on est plus rationnel, justement. C'est ça, c'est le point. Donc, du coup, ça veut dire qu'on est... Quand il parle de lieu de débat public, c'est forcément... Ah mais oui, c'est ce que j'ai mal expliqué. C'est un idéal. D'accord. C'est un idéal.
Et du coup, ça tombe très bien parce que mon deuxième exemple, il est en plein dans son idéal et que pourtant, il pourrait arriver à une norme en rupture avec la raison logique. On pourrait penser au référendum. Imaginons qu'on demande, Oui, mais c'est pas ça du tout. Oui. Ah d'accord, voilà, de s'exprimer pour qu'une norme soit le fruit du référendum. Il va y avoir des discussions publiques en amont pour préparer ce référendum, d'accord? Et donc c'est un mode spécifique de production de la norme, et que finalement le résultat, d'accord, soit une norme qui a fait l'objet de l'expression, d'une expression populaire et qui donne suite à ces discussions, et qui pourtant serait tout à fait illégitime sur un critère autre que la raison habermasienne. Oui, oui. Non, mais alors, c'est-à-dire qu'en fait, pour Habermas, les discussions politiques et par exemple les votes en matière de politique sont absolument pas des modèles de discussion rationnelle. Enfin, c'est le contraire même de la discussion rationnelle. Non. Alors les modèles de discussion rationnelle, enfin moi j'en vois donc deux types. Enfin, un type évident, c'est l'idéal de la discussion scientifique. Hein, et donc ce sont des discussions infinies. Hein, voilà. Enfin quand on débat, voilà. Enfin les débats, enfin, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'antimatière dans l'univers? Voilà, bon, donc les gens ne sont vraiment pas d'accord, ils argumentent, et ça se poursuit à l'infini. Bon, donc, si par hasard il y a un jour un consensus, alors ça, voilà, enfin comment dire, le critère de la validité, c'est le consensus, et le consensus dans le cadre d'une discussion strictement ouverte et potentiellement infinie, c'est ça. Ou c'est éventuellement, dirais-je, les discussions de la vie familiale, parce que les discussions, enfin de la vie familiale ou de la vie amicale, qui sont désintéressées. Enfin, pas toujours, mais quand on discute vraiment sur les toutes petites choses, hein, qui va faire les courses, hein, là, enfin, en gros, il n'y a pas tellement d'idéologie, enfin, normalement, et donc il peut y avoir écoute réciproque, attention aux arguments les meilleurs, mais c'est certainement pas la discussion politique, parce que la discussion politique est saturée évidemment d'intérêt. Bon. Donc je ne sais pas si c'est une manière de répondre... Alors on pourrait quand même se dire que par exemple pour le cas du référendum populaire, chacun a pu discuter dans des conditions qu'on pourrait comparer à celui de... Oui, mais justement, d'abord le référendum n'aboutit pas à un consensus. C'est un vote majoritaire. Donc on n'est pas du tout... voilà, le vote, justement, enfin, le consensus... Y a-t-il jamais des consensus dans la production de la norme juridique? Alors, non, mais... Alors voilà, c'est ça. Même dans l'ensemble parlementaire. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que j'évoquais mes deux modèles de l'activité scientifique et de la vie familiale. Enfin, quand il y a des enjeux mais absolument minuscules, bon, entre collègues, quand il s'agit d'une discussion sur l'investissement dans une nouvelle machine à café, parfois on arrive à s'entendre. Bon, enfin, c'est à peu près la limite haute, mais donc là il y a mais voilà, parce que pour Habermas, il ne s'agit absolument pas d'un vote majoritaire, non. Ah oui, mais donc, et on en revient peut-être à cet objectif qui semble utopique, puisque aujourd'hui, dans la production du droit, il est rarissime que la norme soit le fruit d'un consensus parfait. Oui. Et donc, Habermas dira, mais donc il n'y a pas de consensus, donc il n'y a pas passage au compromis, ça se passe comme ça. Mais simplement, si vous me demandez qu'est-ce qui est véritablement légitime, ben je vous dirais, seul est véritablement légitime ce qui peut faire l'objet d'un consensus. Donc ça signifie probablement qu'à peu près rien mais à peu près rien en même temps, donc oui et non. Quand même, on trouve qu'il est légitime de s'arrêter au feu rouge. Donc effectivement, enfin, il y a des questions de politique brûlantes sur lesquelles tout le monde s'empoigne, ok. Mais en même temps, enfin, est-il légitime ou non de s'arrêter au feu rouge? Bon, même les grands pervers l'acceptent. Enfin, non, peut-être pas tout le monde en fait. Enfin, presque tout le monde. Si, je pense que même les gens qui ne s'arrêtent pas au feu rouge, ont beaucoup de mal à s'arrêter au feu rouge, sont d'accord pour dire que théoriquement, c'est bien de s'arrêter au feu rouge. Ou du moins qu'ils désobéissent pour une autre raison que l'adhésion à la légitimité. Voilà, c'est par intérêt. Ouais. Par intérêt. Donc, en fait, et c'est là que quelqu'un qui serait je sais pas, enfin, un heideggérien, un derridien, un foucaldien dirait il n'y a jamais de consensus. Hein, nous sommes dans la différence. Nous sommes absolument clivés. Bon. Et Habermas,
je pense qu'Habermas dirait, non, non, il y a quand même des millions de choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Et nous sommes d'accord, alors, sur le monde vécu, qu'on ne met pas en discussion, et puis parfois, quand même, quand on met des choses en discussion, on arrive à s'entendre aussi sur elles. Et finalement, la difficulté restant qu'on a peut-être plus besoin d'outils pour discuter et délibérer précisément sur les choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord et essayer d'identifier la légitimité de la norme dans ce contexte où il y a de la controverse plutôt que dans ceux où il y a unanimité sur la reconnaissance de l'épreuve de légitimation. Voilà, et ce que tu dis est très intéressant parce que je dirais que Habermas, depuis le temps, parce que Habermas est aussi un intellectuel public, difficile à lire, mais qui finalement a eu de l'influence, a vraiment eu de l'influence ces 50 dernières années. Et donc Habermas, il a contribué à légitimer le débat public comme méthode politique et il a contribué à légitimer des règles de procédure de la discussion publique. Et, comment dire, en fait, la discussion publique, on le voit, aboutit rarement au consensus, mais elle a des effets. Et donc, il y a rarement un consensus complet, confère la Convention sur le climat, par exemple, mais en même temps, vous voyez, juste la Convention sur le climat, à mon avis, enfin, ce ne serait pas déraisonnable que de voir un effet lointain de l'influence habermasienne sur notre vie publique. Quand bien même le consensus, peut-être que Habermas croit un peu naïvement que le consensus, que nous sommes très poussés à atteindre le consensus, en fait, peut-être pas, parce qu'on a aussi des pulsions au clivage. En même temps, il a contribué à ce que la discussion devienne assez naturelle et surtout la discussion dont la procédure est réglée. Merci beaucoup, Gilles. Bon, alors je pense que j'ai assez abusé de ton temps et du temps de ceux qui sont connectés avec nous. Donc, mille merci. C'est moi qui remercie le public et l'animatrice. Et merci à vous, le public, évidemment, pour vos questions. Et voilà, je vous rappelle que très bientôt, vous pourrez accéder à la version publiée des travaux qui sont ici restitués par Gilles et qui, je pense, posent de nombreuses autres questions que celles qu'on a pu aborder modestement dans le format de ce séminaire. Je vous dis à très bientôt pour un prochain séminaire. Le prochain séminaire, en principe, portera sur la légitimité de la norme constitutionnelle. Ce sera toujours dans notre cycle normativité et légitimité. Et on renouvellera, on sortira un petit peu du cycle avec des sujets un petit peu nouveaux à partir dans quelques semaines, notamment sur la légitimité du droit à penser et enseigner la pop culture. On parlera de surveillance aussi. Ça pose beaucoup de questions, tant aux philosophes qu'aux juristes. Donc, encore 1000 fois merci. Avec plaisir, merci à vous.